Bienvenue et merci à toutes et tous d'être présents et de participer à cette première des 2 conférences qui sont prévues dans le cadre du parcours auto-organisation et dans lequel on vous a proposé aussi 3 autres ateliers plus pratiques et je vois un certain nombre d'entre vous qui ont participé aux ateliers. Donc aujourd'hui, il s'agit d'une conférence internationale autour des expériences d'appui aux dynamiques locales d'auto-organisation. Je remercie les intervenantes et les intervenants. Bon, excusez-nous, c'est pas très paritaire à la tribune, c'est pas complètement paritaire, vous l'aurez remarqué, on s'en excuse. Mais je remercie beaucoup les intervenants et les intervenantes qui sont présents aujourd'hui pour cette conférence. Donc on a Noémie Giussano de Rete della Conoscenza. Julien Talpin qui est là, qui est un chercheur spécialiste du community organizing et de ce que vous avez souvent entendu, la méthode Alinsky, et qui a étudié ça plus particulièrement aux États-Unis. Julien. Nous avons Francesco Tiro qui a participé à la création d'un centre social autogéré à Naples, en Italie. À ma droite. À ma gauche, Enric Barcena, qui nous vient de Barcelone et qui fait partie de Barcelona en Comú, qui a pris la mairie de Madrid avec la maire Ada Colau. À côté de Noémie, vous avez Nacho Murgui. Nacho est le second adjoint à la maire de Madrid, Manuela Carmena. Il a été élu donc, dans le cadre de la campagne Ahora Madrid et avant d'être élu deuxième adjoint à la mairie de Madrid, il a été responsable dans des mouvements d'associations de voisins, d'associations d'habitants, dans des collectifs d'habitants. François Rall à côté. François, là, il a la casquette de traduction qui va traduire pour Nacho. Mais par ailleurs, vous connaissez peut-être François parce qu'il était candidat pour les Français de l'étranger aux élections législatives, donc sur la circonscription Espagne-Portugal. Et puis d'ailleurs, voilà, il est passé pas loin d'être député. Voilà. On peut l'applaudir aussi. Et voilà, il va nous faire la traduction. Et la prochaine fois. Donc alors, cette conférence internationale sur l'auto-organisation, pour la resituer dans son contexte, il y a 1 an, jour pour jour, ici même à Marseille, on proposait les premiers ateliers. On proposait un atelier, une conférence sur l'auto-organisation et ce qu'on appelait donc la méthode Alinsky. Depuis, on a eu la conférence de Clermont-Ferrand, où la France Insoumise a choisi de faire de l'appui, de l'accompagnement, de l'impulsion des dynamiques locales d'auto-organisation autour de préoccupations de la vie quotidienne, un axe central d'intervention de son activité. En parallèle, pas en opposition, mais en parallèle des autres dimensions d'action de la France Insoumise, qui sont le super travail qui a été fait par nos 17 députés tout au long de l'année, le travail de conviction et de propagande autour de nos propositions. Tout ce travail-là, toute notre implication dans le mouvement et dans les luttes sociales. Mais en parallèle de ça, on a fait quelque chose qui allait à rebours des façons traditionnelles, des routines habituelles du militantisme et du militantisme politique. Depuis donc ces derniers mois, on a proposé aux insoumises et aux insoumis de mettre de côté leur programme, notre programme, et de mettre de côté un petit peu leur étiquette quand ils allaient à la rencontre des gens, d'aller rencontrer les gens, d'aller chercher leur colère individuelle, concrète. Mon ascenseur est en panne, les ordures sont pas ramassées en bas de chez moi, l'école de mes gamins est infestée de rats ou est insalubre, et d'être dans une démarche où ils accompagnaient les habitants dans la transformation de ces colères en revendications, la transformation des revendications en actions, des actions en victoire. Pourquoi on a fait ça ? Parce qu'on est parti du postulat que c'était une façon de ramener à nous les personnes les plus éloignées de la politique. Les personnes qui ne se déplacent plus pour aller voter, qui se disent que la politique, ça ne sert à rien parce qu'elles ont dans la tête le sentiment de résignation. Et on a considéré que le sentiment de résignation, on s'est dit, c'est le plus gros des obstacles qu'il y a face à nous, qui fait qu'on n'arrive pas, qu'on voit toujours les mêmes dans les réunions, que dans les manifs, on se dit c'est toujours les mêmes. On dit pour que les gens viennent à nous, la première des portes d'entrée, ça va être de casser le sentiment de résignation. Et ce sentiment de résignation, on peut le casser
par l'action collective, autour de revendications concrètes, en polarisation, en confrontation vis-à-vis de décideurs qui ont plus de pouvoir sur des choses très, très, très concrètes. Je vous invite demain matin, il y a une conférence qui nous fera le bilan avec des insoumis et des insoumises qui se sont engagés dans ces démarches-là. Donc si vous voulez avoir des informations sur comment ça s'est passé, les questionnements, je vous invite à venir demain matin à la conférence. Vous avez entendu parler il y a quelques semaines de cette école qui, les parents d'élèves à Marseille se sont indignés parce que, étaient en colère parce que l'école était dégueulasse, pas repeinte depuis des années, insalubre. Eh bien, les parents d'élèves se sont auto-organisés en demandant à la mairie de peindre, de refaire la peinture. Ils ont eux-mêmes passé un week-end à repeindre l'école et à la rénover eux-mêmes. Et ça, c'est une action qui a été organisée qui a été accompagnée par le pôle auto-organisation de la France Insoumise, mais il y en a un certain nombre d'autres. Alors, pour développer cette méthode-là, on s'est beaucoup inspiré à la France Insoumise donc de ce qu'on appelle le community organizing. L'autre nom, c'était la méthode Alinsky. Pourquoi ? Parce que individuellement, il y a une association qui s'appelle l'Alliance citoyenne, et moi personnellement et d'autres, on avait été témoins de la façon dont employer ces méthodes-là pouvait permettre de mobiliser massivement. Il y en a d'autres ailleurs dans le monde, il y a eu d'autres expériences, et c'est un peu l'objectif de cette conférence internationale, où l'appui aux dynamiques d'auto-organisation a permis de mobiliser massivement des gens. On verra avec Noémie comment, dans un cadre syndical, le community organizing, donc la méthode Alinsky, a été employée. Avant ça, on aura Julien Talpin, donc, comme je vous le disais, qui est spécialiste des États-Unis et qui nous expliquera, donc, qui reviendra rapidement sur d'où ça vient, parce que c'est vrai qu'on entend souvent le mot Alinsky, mais en fait, voilà, on a donc quelqu'un qui va nous expliquer rapidement, mais en quoi ça consiste et ce que ça représente aujourd'hui. Et oui, non, du coup, c'est pour ça, c'est perturbant, mais bon, c'est normal. Et donc, il y a d'autres endroits où les dynamiques d'auto-organisation, elles ne sont pas basées sur ce qu'on appelle la méthode Alinsky, mais elles ont également servi à mobiliser des gens qui ne seraient pas venus par les portes d'entrée classiques du militantisme. C'est notamment le cas en Italie. Et là, Francesco Tiro, ce qui va nous intéresser, c'est qu'il nous raconte comment, dans l'expérience d'un centre social autogéré, on arrive à mobiliser des gens qui ne seraient pas venus. Après, il y a un autre problème, il y a une autre question qui nous intéresse particulièrement, et c'est le sens de l'invitation qu'on a faite à Enrique et Nacho aujourd'hui. C'est un problème qui est devant nous à la France Insoumise. C'est-à-dire que pour l'instant, nous, à la France Insoumise, on en est dans la phase où l'auto-organisation, l'appui de ces dynamiques-là nous permet de mobiliser des gens qui ne seraient pas venus. Mais comment on fait après? Comment ça s'intègre dans une logique de prise de pouvoir par les urnes, dans une démarche électorale? Et comment ça se passe, comme quand ça a été le cas à Madrid et à Barcelone, ils nous raconteront. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment des dynamiques d'auto-organisation populaire débouchent, quand elles débouchent sur un pouvoir électoral, alors même qu'avant elles étaient polarisées contre le pouvoir en place. Eh bien, une fois que le pouvoir est en place, est-ce qu'on les abandonne? Est-ce qu'il faut continuer de faire vivre cette contradiction? Est-ce que c'est plus une tension, ces dynamiques-là, ou au contraire un moteur pour porter et mener le pouvoir du peuple? Voilà, je ne serai pas plus longue que ça pour mon introduction. Je vais d'abord laisser la parole donc, dans une première partie du débat qui va nous interroger sur la façon dont l'appui aux dynamiques d'auto-organisation, ça peut permettre donc, de rassembler des gens qui ne seraient pas venus par la porte d'entrée classique. On va voir avec des exemples internationaux comment c'est possible. Mais d'abord, donc, Julien, on parle souvent du community organizing et plutôt de la méthode Alinsky, en fait, parce que vous savez que la France Insoumise n'aime pas les anglicismes, donc on l'a traduit. C'est pour ça qu'on a traduit community organizing par méthode Alinsky. Donc, Julien, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est, d'où ça vient, est-ce que ça représente aujourd'hui comme mouvement, et plus particulièrement aux États-Unis, où là, c'est massivement développé? Ça marche. Bonjour à tous. Donc, comme Leïla le disait, moi, je suis chercheur en sciences politiques au CNRS et je travaille sur l'engagement dans les quartiers populaires en France et aux États-Unis. Et là, je vais vous parler principalement des États-Unis. Au fond, le community organizing ou la méthode Alinsky, on peut dire que l'essentiel se passe avant la prise de pouvoir électorale, et ça n'a d'ailleurs pas vocation à prendre le pouvoir, mais plutôt à
construire des formes d'auto-organisation et à construire des contre-pouvoirs locaux, avec une idée centrale derrière la méthode Alinsky, qui est de dire que ce qui fait vivre la démocratie, c'est le conflit, la tension entre pouvoir et contre-pouvoir. Donc moi, j'ai passé plusieurs années aux États-Unis, notamment en Californie, à suivre le travail de ce qu'on appelle les organisations communautaires, qui sont des associations de quartier en réalité. Et j'ai été assez frappé en fait par la capacité de ces associations à toucher des gens qu'on a énormément de mal à toucher et à mobiliser en France, et notamment des habitants de quartiers populaires, qui parviennent donc à mobiliser ces catégories populaires, mais également parviennent à obtenir des victoires relativement substantielles. Alors je ne pourrais pas vraiment rentrer dans le détail ici, mais des victoires qui ont concerné par exemple l'augmentation du salaire minimum aux États-Unis dans un certain nombre de villes, qui ont concerné l'accès à des transports en commun, du financement de services publics, permis par la mobilisation d'habitants de ces quartiers. Donc le community organizing, la méthode Alinsky, moi je définis ça à la fois comme un projet politique et la méthode pour y parvenir. Le projet, c'est tout simplement d'accroître le pouvoir des classes populaires, de ceux qu'on n'entend pas, et la méthode passe donc par la construction de contre-pouvoirs locaux. Alors Leïla m'a demandé de revenir rapidement donc, sur l'histoire un peu de cette méthode Alinsky qui apparaît à la fin des années 30 aux États-Unis, d'abord à Chicago, où donc Saul Alinsky, sociologue, agitateur, crée une première organisation communautaire et qui va faire Flores par la suite. Alors, d'où ça naît et pourquoi le besoin de créer ces organisations-là? On peut dire en fait que la méthode Alinsky et le community organizing se créent un peu en marge des partis politiques et des syndicats et vient répondre en fait à l'incapacité des partis et des syndicats à toucher un ensemble de fractions de classes populaires qui n'étaient pas mobilisées dans ces espaces-là, en particulier les Noirs, les immigrés et les chômeurs. Les syndicats n'étaient pas très intéressés pour mobiliser les chômeurs, et les partis comme les syndicats aux États-Unis à l'époque étaient marqués par un racisme assez systémique qui fait que les minorités étaient très peu représentées. C'est bien qu'il y a toute une fraction des classes populaires qui n'étaient pas organisées collectivement, et ces associations de quartier vont avoir vocation à les organiser pour défendre leurs intérêts. Et donc le community organizing se construit au départ un peu contre les partis politiques qu'il s'agit d'interpeller dans une posture de contre-pouvoir. Il faut d'ailleurs souligner qu'Alinsky, s'il était relativement radical, c'est comme ça qu'il se définissait, était anticommuniste. Il ne cherchait pas véritablement à faire la lutte des classes, et c'est une critique qu'on peut lui faire d'ailleurs, et cherchait davantage à rassembler en fait, les classes populaires et les classes moyennes, avec l'idée que l'union de ces groupes sociaux différents et par les intérêts qu'ils partagent, qu'on pourrait faire bouger les lignes et infléchir aussi les politiques publiques dans leur direction. Alors ça ne veut pas dire que par la suite, parce que le community organizing va se développer dans la lignée d'Alinsky, mais aussi en partie contre lui, qu'il n'y a pas des mouvements qui vont apparaître d'inspiration un peu socialisante et qui vont reprendre certaines thématiques et certaines inspirations marxistes. Alors je vais vite, mais aujourd'hui, il y a plusieurs milliers d'associations en fait, dans les quartiers pauvres américains qui s'inspirent de la méthode Alinsky et qui rassemblent plusieurs millions en fait, de catégories populaires et de minorités qu'ils parviennent à mobiliser relativement régulièrement. Moi, j'ai travaillé notamment dans la ville de Los Angeles, qui est une agglomération de 10 millions d'habitants, où on a une quinzaine d'associations de ce type-là qui travaillent assez fréquemment ensemble et qui rassemblent plusieurs dizaines de milliers d'habitants et obtiennent des victoires relativement substantielles. Quelques mots pour décrire quand même comment ils font pour parvenir à ces victoires. Pourquoi la méthode Alinsky peut être une source d'inspiration et en quoi elle peut être intéressante, y compris pour un parti comme la France Insoumise. J'ai dit un gros mot, parti. Pour une organisation comme la France Insoumise. Au fond, les conditions de l'efficacité de la méthode Alinsky reposent sur, j'ai tendance à dire en général, 3 piliers qui peuvent être résumés par 3 mots. C'est mobiliser, former, gagner. Au fond, l'essentiel du travail militant dans ces organisations communautaires aux États-Unis, et je parle des États-Unis, mais depuis, en fait, le community organizing s'est également étendu et diffusé dans de nombreux pays du monde. Il y a une trentaine de pays en fait, qui s'inspirent plus ou moins directement de la méthode Alinsky, dans les pays du Nord et du Sud d'ailleurs. On pourra y revenir dans la discussion si ça vous intéresse.
3 piliers, donc mobiliser, former, gagner. Et donc l'essentiel du temps de travail des salariés qu'on appelle les community organizers, qui sont un peu des super militants, d'une certaine façon, de ces organisations, est passé à aller chercher les gens avec les dents, avec l'idée que, notamment parmi les catégories populaires, la résignation est telle, la distance avec la politique est telle, qu'on ne peut pas attendre qu'ils participent spontanément si on ne va pas les chercher avec des méthodes extrêmement volontaristes qui reposent notamment sur du porte-à-porte, sur des réunions d'appartements. On va les chercher à la sortie des écoles, à la sortie des clubs de foot, en essayant de partir de leur colère, de leur sentiment d'injustice, bien plus que de leur vendre ce que, en général, les partis politiques font, leur vendre leurs revendications ou leurs programmes. Et c'est en ce sens que ces méthodes militantes-là diffèrent quand même très fortement avec ce que les partis politiques traditionnels, les associations et bon nombre au fond de la société civile en France et en Europe font. C'est-à-dire qu'en général, une bonne partie du temps des assos sur lesquels je travaille en France est passée à faire autre chose que de mobiliser les gens, bien souvent à chercher de l'argent, par exemple, pour financer leurs actions, ce qui est un problème. Également à organiser des conférences. Ils ont un répertoire et des modes d'action qui sont souvent très intellectualisés, très, très discursif, comme je le dis souvent, et c'est pas forcément en organisant des conférences qu'on va réussir à mobiliser des classes populaires qui ont souvent une forme de distance quand même avec l'école et les modes plus scolaires d'intervention. Et donc l'idée de la méthode Alinsky, c'est de dire qu'il faut changer ces modes d'action et partir des colères des gens, aller les chercher de façon très volontariste et notamment par le porte-à-porte. Néanmoins, ce travail de mobilisation ne suffit pas. Il y a ensuite, et j'en ai presque fini, il y a également un travail de formation à faire. Au fond, ce serait un petit peu démagogique de dire que voilà, tout ce qui est recueilli sur les pas de porte est spontanément intelligent et la vérité révélée. Et il y a aussi des colères qu'on appelle, dans la méthode Alinsky, des colères horizontales. Parfois, on recueille des sentiments d'injustice raciste, par exemple. Moi, j'y ai assisté aux États-Unis. Des habitants noirs qui vont dire le problème, moi, mon problème principal, c'est mon voisin latino qui me pique mon travail parce qu'il est sans papier et du coup, il coûte moins cher. Et voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? Ou à l'inverse, des latinos, parce que c'est beaucoup des noirs et des latinos dans les quartiers pauvres aux États-Unis, tout l'enjeu d'ailleurs de ces organisations étant de les rassembler, des latinos qui vont dire moi le problème c'est les voisins noirs qui font trop de bruit ou qui sont violents ou qui vendent de la drogue. Tout le travail derrière des salariés, de ces super militants qu'on appelle les community organizers, c'est de verticaliser ces colères, de les politiser, de dire au fond que si le voisin ne trouve pas de travail, c'est pas forcément à cause du latino qui lui pique son boulot, mais pour un certain nombre de problèmes liés à la régulation du marché du travail, etc. Donc il y a tout un travail d'éducation populaire pour transformer ces colères horizontales en des colères plus verticales. Mobiliser, former, gagner. Dernier point qui est important également, c'est de dire que l'élément central pour briser la résignation qui démobilise très largement les catégories populaires aujourd'hui, c'est la victoire et des petites victoires en mettant en place des campagnes concrètes. Il n'y a que comme ça qu'on pourra réintéresser les gens à la politique, pas par des grands discours et par des débats idéologiques, mais en améliorant ici et maintenant leurs conditions de vie. Le community organizing et la méthode Alinsky, c'est en partie construit en fait aux États-Unis, notamment dans les années 60, contre les mouvements sociaux. Alinsky, au fond, s'attaquait un peu aux mouvements gauchistes, etc., qui étaient très bien intentionnés, mais dont les mobilisations étaient en général bien blanches et ne rassemblaient pas l'intégralité des catégories populaires, et puis surtout ne résolvaient pas leurs problèmes. Et donc, c'est aussi en partie contre ces méthodes d'action très, très discursives et intellectualisées des mouvements sociaux que s'est construit le community organizing en disant il faut gagner ici et maintenant, les classes populaires n'ont pas le temps d'attendre le grand soir. Donc c'est à partir de ce triptyque-là que des contre-pouvoirs locaux sont construits et pérennisés. Moi, j'ai travaillé sur des organisations qui ont 10, 20, 30 ans d'existence, relativement professionnalisées. Parce qu'aller chercher les gens, les mobiliser, c'est pas facile. Ça prend du temps. C'est 10 heures, 20 heures de porte-à-porte par semaine pour pouvoir aller les chercher, et puis les chercher et aussi les fidéliser. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas uniquement de chercher les colères, mais de transformer ces colères et de transformer les habitants en des militants relativement pérennes de l'organisation. Donc c'est un travail extrêmement coûteux et énergivore pour ces community organizers, mais c'est de cette façon-là qu'ils parviennent à infléchir de façon assez substantielle les politiques publiques. Merci Julien. Alors en France, on le disait, il y a une dizaine d'années, il y a une association qui s'appelle l'Alliance citoyenne qui a importé ces façons de faire dont vient de parler Julien. Sinon, en Angleterre, au Royaume-Uni, le community organizing est très développé. Donc là, je parle en dehors des cadres politiques partidaires. Et ailleurs en Europe, donc en Italie, moi j'ai appris ça il n'y a pas longtemps, en fait, quand on préparait cette conférence, qu'il y avait un syndicat
qui s'était mis à faire du community organizing, de la méthode Alinsky. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Noémie, comment vous avez fait, en quoi ça se différencie des formes d'action plus classiques d'un syndicat, concrètement, dans la façon d'aller mobiliser les gens? Donc, Noémie Chiusano de Rete de la Conoscenza. Oui. Alors, oui, on entend. Parfait. Non, oui. Alors, bonjour à toutes et tous. Moi, je parle pour la Rete de la Conoscenza, que c'est une organisation sociale, un syndicat des étudiants. Et on s'inspire au conseil de syndicats politiques, qui dit que c'est important d'organiser les gens qui subissent des injustices et de faire prendre conscience de leurs problèmes. Et en Italie, c'est depuis beaucoup de temps qu'on parle de crise de la participation. Moi, je crois que les crises de la participation n'existent pas, en fait. C'est la crise des formes de participation. Alors, en Italie, on a commencé nous, comme Rete de la Conoscenza, on croit que c'est important d'organiser dans les écoles, dans les universités, mais c'est important aussi du contexte que on a à l'extérieur. On a commencé à se demander comment les formes de participation sont importantes. Et quand un mouvement, un syndicat s'organise, c'est important aussi de se demander comment les gens prennent conscience de soi. Et souvent, on n'est pas très... on ne donne pas très d'importance au procès. Moi, je crois que notre action politique perd d'importance souvent si on ne donne pas d'importance au procès et on se focalise seulement sur les résultats, sur les objectifs. Et nous, en se demandant ça, on a essayé de mettre en pratique le community organizing, que la première leçon qui donne le community organizing, c'est que dans notre lot politique, ok, pardon, je ne suis pas très habituée à parler de community organizing en français. Ça ne suffit pas de loter pour redistribuer la richesse, mais aussi le pouvoir de choisir, de prendre des décisions pour soi. Alors, moi, je vais raconter une expérience, c'est qu'une, qu'on a mis en place à Bologne, la ville où j'ai étudié l'année dernière. C'est une expérience avec les riders. Comme vous savez, dans cette année, il y a eu une explosion du capitalisme des plateformes, Uber, Airbnb, Deliveroo. Et nous, on a essayé de... comme on est un syndicat des étudiants, mais les riders, que sont des travailleurs, sont beaucoup... ils ont moins de 30 ans. Et beaucoup d'entre eux sont étudiants. Alors, on a essayé de faire en italien, on appelle ça vertenza syndicale, avec eux. Et le premier mystère, c'était le nombre de ces travailleurs, parce que les plateformes ne donnent pas des informations. Et quand tu dois aller les chercher, ces travailleurs, tu n'as pas un lieu de travail, parce qu'ils sont en vélo tout le temps, à amener à manger aux gens. Ils n'ont pas... les temps aussi sont différents. Et ils ont aussi beaucoup de turnover. Ils changent beaucoup. Ils travaillent pour 6 mois et après ils changent. Et alors, pour des recherches qu'on a lues, il y avait plus ou moins 10 000 riders en Italie. Et comme je disais, le 67%, il a moins de 30 ans. Alors, ces travailleurs, la plupart des fois, n'ont pas d'assurance, de maladie, de vacances, n'ont pas droit à ça. Et ils ont des contrats de collaboration. Ça, je crois que c'est différent en France, mais en Italie, ça s'appelle, ils ont des contrats de collaboration autonomes et pas subordonnés. Et nous, en fait, cette plateforme sont les employeurs de ces travailleurs. Ils n'ont pas une personne physique, mais on peut même dire que sont eux-mêmes les employeurs de leur travail, parce qu'ils n'ont qu'une application, et cette application donne les indications pour le travail de la journée. Et
on a mis en place un syndicat informel parce que les syndicats traditionnels ont toujours eu un peu de difficulté à intercepter ces travailleurs parce que la première chose, c'est que, comme je disais avant, ils n'ont pas reconnu la subordination. Et en plus, ils ont, comme leurs conditions, c'est vu comme un travail occasionnel, en fait. Ils n'ont pas l'accès au droit syndical. Alors que ce qu'on a fait, on s'est demandé comment créer identité collective, comment créer une communauté et créer des rapports entre les travailleurs. Et comme par rapport à leurs exigences, ils n'ont pas un lieu de travail, ils ont des temps différents des autres travailleurs, comment créer agrégation aussi avec le mutualisme. On a créé un modèle, on l'a appelé, c'est le community organizing, mais on a appelé aussi modèle Riders Union Bologna. C'est le collectif qui est né. Et on a créé des assemblées citadines. Les assemblées partaient de 10h30 du soir jusqu'à 2h, 4h du matin, parce que ces horaires de travail sont comme ça. Ils finissent à 6h, quand les gens terminent de travailler, ils commencent. Et on a mis en place, il y avait des espaces sociaux qui sont devenus des espaces solidaires, où on faisait des assemblées. Et c'était très important, les groupes Facebook et WhatsApp, que peut-être ça semble un peu banal, mais pour eux, c'est important parce que c'est des points de repère. Et autour des riders, il y avait des groupes d'étudiants comme nous, après des chercheurs qui ont mis en communauté leurs connaissances, des solidaires, des activistes. C'était un support multi-skills des solidaires. Et on a mis en commun les savoirs, les compétences pour cette organisation. Mais la chose plus importante, c'est que et vraiment, on a beaucoup donné importance à ça. C'était les travailleurs qui ont choisi les horaires dans lesquels se trouver, les lieux, leurs priorités, les objectifs, la communication. Ils ont construit les matériaux et comme ça. Et on a beaucoup donné importance au protagonisme des travailleurs. Oui, ok. Et après, ils ont construit dans ces espaces solidaires des cyclo-officines autogérés, parce que pendant qu'ils vont en vélo, le vélo se casse, comment tu fais? Tu ne peux plus travailler. Alors, on a construit des auto-officines que c'était complètement géré par les riders, des espaces solidaires, par exemple pour charger le téléphone, parce que quand le téléphone, c'est vraiment fondamental pour toi et tu peux rien faire s'il est déchargé. Et après, des espaces d'après-travail. Des espaces d'après-travail aussi pour construire communauté, parce que entre eux, ils ne se trouvent pas. Ils sont tout le temps en vélo et dans les villes, mais ils vont très vite. Et bon, peut-être après, je vais un peu parler des résultats, mais je voulais donner un peu plus d'importance au procès que les résultats que cette expérience a donné. Merci. Alors maintenant, on va rester en Italie, où là, donc avec l'expérience de Francesco Tiro qui a aidé à la création d'un centre social autogéré. Donc là, on n'est pas dans les mouvements qui se revendiquent dans l'affiliation d'Alinsky ou du community organizing. Mais ce qui est intéressant, et quand on préparait cette conférence, Francesco m'expliquait que donc, avant d'avoir créé un centre social autogéré à Naples, il était militant. Et donc c'est intéressant que tu nous racontes comment, dans cette aventure-là, ça a permis de mobiliser des gens qui étaient éloignés des cadres institutionnels de l'action, de l'engagement militant. Bonjour et merci aux insoumises et aux insoumis pour nous avoir invités. En fait, ce que je disais à Léla quand on s'est parlé pour organiser cette conférence-là, c'est que la chose intéressante pour nous, c'est que nous sommes partis d'une réflexion par rapport à notre façon de faire du militantisme, donc de faire de la politique. En fait, je faisais partie d'un petit collectif qui s'occupait du soutien
et de la solidarité aux luttes de travailleuses et de travailleurs. Donc, notre action politique principale, c'était de donner des tracts, participer aux manifestations, aux piquets, à toutes ces choses un peu traditionnelles du militantisme à gauche. Mais en fait, ce que nous avons décidé, c'était que nous ne voulions plus aller donner nos solutions aux personnes, mais aller nous mettre au service des personnes et de leur colère. Donc c'est dans ce bout-là qu'en 2015, nous avons décidé d'occuper un ancien hôpital psychiatrique judiciaire. C'est une sorte d'institution pénitentiaire pour des gens qui ont des problèmes à niveau psychiatrique. C'était abandonné. Et donc là, on a décidé d'ouvrir l'espace que nous avions libéré aux besoins des personnes qui habitaient dans le quartier où se trouvait l'hôpital. Il s'agit d'un quartier populaire dans une ville, dans le contexte d'une ville qui est elle-même très populaire. Il s'agit de la ville de Naples. Donc, vous pouvez imaginer, c'est une des villes les plus pauvres en Italie. Et donc là, il fallait décider où aller dans les alentours de l'hôpital à donner notre acte avec nos mots traditionnels, nos solutions, etc., ou aller se mettre à l'écoute des personnes qui habitaient là. On a décidé de suivre ces positions-là, et donc on a découvert que dans le quartier, il y avait une colère forte parce qu'il y avait eu des accidents dans la rue, parce qu'il manquait un feu rouge, en fait, sur la rue qui était face à l'hôpital. Et donc, il y avait eu plusieurs accidents et deux entre les accidents étaient mortels. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a parlé avec le prêtre qui gérait l'église à côté du centre social. On a parlé avec les personnes qui habitaient à côté du centre social. On a organisé des récoltes de signatures pour présenter une demande d'installation d'un feu rouge à la mairie, tout en disant en même temps que si la mairie n'aurait pas installé un feu rouge entre un certain délai, nous aurions nous-mêmes installé un feu rouge là-bas. Donc, ça n'a été pas facile au début, ça n'a été pas facile la construction d'un réseau avec les gens qui habitaient là, mais finalement, on a obtenu ça. Et donc, il y a 3 ans que nous fêtons notre première victoire. Donc, ce n'est pas une grande victoire, mais bon, même le Black Panther Party aux États-Unis est parti par la bataille pour l'installation d'un feu rouge. Donc, ça donne de l'espoir. Et bon, finalement, je passe aux dernières années, parce que nous avons commencé, à la dernière année, excusez-moi pour le français, nous avons commencé de là à continuer à demander aux personnes qui venaient dans le centre social de quoi ils avaient besoin, qu'est-ce qu'ils désiraient. Donc, nous avons créé différentes permanences, une permanence juridique pour travailleuses et travailleurs, une permanence sanitaire, une garde après-scolaire, une gym autogérée et un théâtre aussi qui produit des spectacles et qui fait aussi des tours. Et donc, en continuant comme ça, c'est-à-dire en continuant à essayer de nous mettre au service des personnes, nous sommes arrivés à faire notre bilan à la fin de juin cette année-là. On a calculé qu'il y a eu plus ou moins 300 personnes qui ont participé aux activités du gym populaire. On a fait 1400 consultations médicales chez nous, avec des médecins bénévoles qui participent à la permanence sanitaire. On a visité et contrôlé plus ou moins 80 centres d'accueil pour migrants et demandeurs d'asile pour vérifier le respect des règles, mais de ça on parlera après. Et la chose que je suis particulièrement, c'est-à-dire la permanence juridique pour travailleuses et travailleurs, on a récupéré au patron qui a embauché des travailleurs noirs plus ou moins 23 700 euros
d'argent qu'ils n'avaient pas payé aux personnes. Quelques points faibles, parce qu'on a aussi une réflexion constante sur notre action. Nous essayons de faire très attention à ne jamais abandonner le discours politique général. Sinon, ça signifie pallier à l'absence de l'État, pallier à l'absence de l'État social, et ça ne signifie pas ce que nous voulons faire, c'est-à-dire donner le sentiment que la victoire est possible, est toujours possible, combattre la résignation, l'individualisme et la haine, et surtout transformer de façon militante chaque problème en occasion de dénonciation publique. Donc, chaque activité que nous menons là-dedans, c'est aussi utilisé pour faire une dénonciation, et nous avons une forte augmentation de militants et militantes dans notre collectif. On est parti, nous étions plus ou moins une trentaine de personnes. Aujourd'hui, nous faisons des assemblées chaque lundi. Nous avons plus ou moins une centaine de personnes. Donc, on a triplé le nombre de participants dans 3 ans. Donc, c'est pas mal. Merci. Alors là, on était, comme vous l'avez vu, sur des mouvements. On va passer. Les questions, ce sera après. On était sur des mouvements donc, qui se situent en dehors du champ de la lutte pour la prise de pouvoir par les urnes. On va s'approcher petit à petit de la question sur les liens entre les démarches d'auto-organisation, plus on s'approche du cadre de la prise du pouvoir par les urnes. Donc là, je vais passer la parole à Nacho Murgui. Nacho Murgui, comme je vous l'ai dit, est 2e adjoint à la mairie de Madrid. Mais avant de se présenter sur la liste Ahora Madrid, il était responsable dans des mouvements de voisins. Il était notamment le président pendant plusieurs années de la Fédération Nacional de los Movimientos de Vecinos. Vous savez qu'en Espagne, les mobilisations ils appellent ça de voisins, mais de locataires, ont été très importantes et à l'origine, notamment à Barcelone aussi. Ensuite, Enric nous en parlera autour des mouvements comme la PAH, où vous avez des propriétaires qui se sont fait expulser, qui habitaient dans des logements insalubres et qui se faisaient... Enfin bon, tout ça, ils nous le raconteront. Mais donc là, ce qui nous intéresse maintenant dans cette première intervention de Nacho Murgui, c'est plutôt avec sa casquette avant d'être élu à la mairie de Madrid, avec ta casquette d'activiste dans les Movimientos de Vecinos. Est-ce que tu peux nous dire en quoi aussi ça a permis la politisation et l'engagement de gens, d'habitants qui ne seraient pas venus à la politique et au militantisme par d'autres biais plus classiques? Muchas gracias. En primer lugar, gracias por invitarme a participar en estas jornadas y por darme la oportunidad de volver a ponerme la gorra de activista, porque bueno, ese es un elemento que también puede surgir en el debate, de cuando, sobre todo aquí en un espacio como este, donde hay gente que, bueno, que son militantes, pero que en un momento dado tendrán que asumir la asunción de responsabilidades políticas en el ámbito institucional, y bueno, pues creo que es parte de este debate también las tensiones que se producen cuando se lleva una gorra y cuando se lleva la otra. Merci beaucoup de m'avoir invité à ce débat et de me permettre de revêtir à nouveau la casquette d'activiste, d'autant plus que le cadre s'y prête, puisqu'il y a certainement ici des militants qui seront amenés un jour à peut-être devoir aussi exercer le pouvoir. A mí me tocó asumir esa transición y mentiría si no digo que no es una transición complicada y que no es una transición repleta de contradicciones y de tensiones. Entonces, bueno, me gusta poder, ¿no?, volver un poco la vista a un tiempo previo a esto y analizar cuál ha sido el papel precisamente de esos activistas también, o de esa parte más activista dentro de la conformación de Ahora Madrid. J'ai eu moi-même à donc vivre cette transition, ce passage donc de l'activisme à l'exercice du pouvoir. Je simplifie. Et justement, c'est très intéressant parce que je ne cache pas que cette transition est peut-être difficile et compliquée à vivre. Et c'est justement très intéressant de revenir en arrière à cette phase de l'activisme. Cuando a veces se hacen análisis, ya haciendo pues una retrospectiva de lo que ha ocurrido, parece que las cosas cobran una lógica que en su momento
era impensable. Es decir, lo que ha ocurrido en Madrid, en Zaragoza, en Barcelona, en La Coruña y en otras muchas ciudades, apenas hace poquitos años era impensable. Por lo menos yo he de confesar que para mí lo era. Seguramente habría agudos analistas políticos que lo tenían clarísimo, no en mi caso. Quand on pense à ce qui est arrivé, on pourrait peut-être y lire une certaine logique. En réalité, quand on repense à ce qui s'est passé à Saragosse, Madrid, à toutes ces villes donc, qui ont été gagnées par la nouvelle gauche espagnole, il y a quelque part quelque chose qui était absolument impensable il y a encore quelques années. Cette victoire était impensable. Lo ocurrido es una anomalía política, un acontecimiento, pero que forma parte de un proceso. Ahora, una vez ha pasado, podemos hacer una lectura de ese proceso, que por supuesto tiene una parte, un hito importante en la puesta en marcha de iniciativas políticas como Podemos u otras, pero también, por supuesto, en el 15M, pero también, por supuesto, en las movilizaciones que hubo en su momento contra la guerra de Irak, en las movilizaciones que hubo en su momento cuando el Nunca Más en Galicia contra las consecuencias del vertido del Prestige, el barco aquel que tuvo el accidente frente a las costas gallegas. Incluso muchas de las movilizaciones que hubo contra la violencia política, también mucha gente de la que participó posteriormente en movimientos que reivindicaban una mayor democratización, como el 15M, provenían o solo habían tenido como experiencias políticas previas esas movilizaciones. Es decir, han sido experiencias, digamos, ha sido un proceso que ha contado con unos hitos, pero son tremendamente heterogéneas y no conforman en sí mismas un sujeto que enuncie una serie de cuestiones muy claras y del que alguien se pueda reclamar heredero. Ha sido un proceso muy heterogéneo, muy complejo. Non. Donc, cette anomalie politique, vous êtes d'accord? Donc, il y avait une victoire impensable quelques années. En réalité, si on la réanalyse aujourd'hui, et certains analystes politiques font certainement ce lien, elle s'inscrit dans un processus avec des moments, des temps politiques donc, qui ont eu lieu, des temps sociaux en Espagne. C'est le 15M, c'est d'autres mobilisations antérieures comme les mobilisations contre la guerre d'Irak, le no a la guerra, l'échouage, la marée noire du Prestige en Galice et la création du parti Podemos aussi, mais aussi toute une série de mouvements contre la violence politique qui ont permis donc, la formation de militants qui sont ensuite rentrés dans le 15e et qui sont arrivés dans donc, ces instances qui sont aujourd'hui au pouvoir. De là à dire qu'il y avait un sujet politique, c'est là où ça se compliquait, donc je vais demander d'arrêter, un sujet politique en tant que tel déjà formé, prêt, non, c'est quelque chose de beaucoup plus compliqué. El 15M, lo que se conoce como 15M, no fue una organización, no fue un conjunto con un programa, ¿no? Fue casi algunos lo definieron como un clima en el que se expresaron una serie de anhelos, pero que no eran... no se recogieron un programa coherente, etcétera, etcétera. Luego hemos hecho diferentes interpretaciones. Hablar de este acontecimiento como una herencia directa del 15M, yo creo que es deshonesto. O sea, sería deshonesto si dijéramos, nosotros representamos lo que fue el 15M. En algunos casos más que en otros, pero creo que sería deshonesto. Aunque es evidente que sí que ha habido cierto protagonismo de la gente que participó en movimientos ciudadanos y sociales. Bueno, pues en mi caso venía del movimiento vecinal, que es un movimiento bastante tradicional en sentido así político, digamos, ¿no? En el caso de Barcelona, bueno, pues ya lo contará el compañero ahora, pero que ahí es todavía más evidente, ¿no? Hasta qué punto pues, este protagonismo social se ha traducido luego en un protagonismo político en estos hitos, ¿no? Mais dire que des moments comme par exemple le 15M, l'indignation, sont en réalité la source de ce que nous sommes, dire que nous sommes les héritiers du 15M, ce serait en quelque sorte malhonnête de le dire, puisque le 15M finalement n'a jamais été une organisation en tant que telle. Ça a été plutôt un climat où se sont formulés des désirs, mais pas autour d'un programme particulier. Oui, il y a des gens qui ont participé au 15M et puis qui se sont retrouvés dans ces structures qui sont arrivées jusqu'au pouvoir, mais il n'y a pas de lien direct. Dans mon cas particulier, donc Nacho dit, c'est sa participation au mouvement donc, des voisins, comme à Barcelone, ça a été en partie la PA, la plateforme contre les expulsions immobilières et locatives.
Lo que sí creo, y con esto ya termino para no... es que voy mirando el teléfono, pero por el cronómetro, ¿eh? No penséis que estoy... Je contrôle le temps, hein, il n'est pas en train d'envoyer des messages Lo que sur sí son creo téléphone. que el 15M o estas otras situaciones, estos otros hitos de cierta excepcionalidad, lo que dieron la oportunidad es de expresarse con más contundencia a una serie de dinámicas sociales en las que los activistas sociales sí tenían un papel más protagonista, más de dinamización, que sí ponían sobre la mesa que frente a ese hastío que había para no ser, o iba a utilizar digamos la consigna que se utilizó para convocar la primera manifestación del 15M, para no seguir siendo mercancías en manos de políticos y de banqueros, había otras posibilidades. Esas posibilidades se expresaban en forma de pequeñas victorias, como se ha comentado aquí, pues que si un semáforo, que si parar un desahucio, y en ese momento pues cobraron más importancia. Y frente al hastío y frente a la rabia de haber sido o de habernos sentido durante tanto tiempo mercancías en manos de políticos y banqueros, se ponía sobre la mesa otra posibilidad. Y esa posibilidad también en parte ha sido la que ha dado impulso a estas alternativas políticas y estas posibilidades de victoria electoral que no son, ya se lo discutíamos antes y creo que es parte del debate que luego podemos tener, que no son toma del poder así en sentido, sino que bueno, son digamos que ahora tenemos herramientas que facilitan más la posibilidad de esas pequeñas victorias. Creo que el papel de esas pequeñas victorias es importantísimo. Creo que podríamos... Oui, ce que je peux dire, c'est que le 15M a été un moment dans lequel les activistes et toute une série de militants qui étaient impliqués dans des activités concrètes ont eu la possibilité, donc ça a fonctionné comme un écho, enfin une caisse de résonance, et donc ont eu la possibilité d'avoir plus d'influence. Et en particulier donc de formuler des attentes plus concrètes ou des messages politiques comme ce premier slogan central dans les premières convocations des manifestations du 15M, donc de l'indignation. Nous ne sommes pas des marchandises dans les mains des hommes politiques et des banquiers. Et c'est à partir de ce moment-là que ces formes d'organisation ont obtenu de petites victoires, comme celle du Feu Rouge ou d'autres conquêtes locales qui ont permis de déclencher une dynamique. Mais par contre, de là à dire que le processus électoral est arrivé, mais c'est déjà presque la question d'après, à une véritable prise du pouvoir, ça c'est autre chose. Nous avons obtenu des outils avec lesquels on peut travailler. Hein, sous-entendu, est-ce qu'on a vraiment le pouvoir ? Voilà pour ce premier temps. Merci. Donc alors là, on approche justement du procès. On est dans le processus électoral qui, pour nous, en fait, c'est une question qui va surtout se poser dans le cadre sur le lien entre les dynamiques d'auto-organisation qui ont été maintenant appuyées par un certain nombre d'insoumis un peu sur tout le territoire et quand va venir le moment des élections municipales. Comment ça se passe ? Alors, même si ça n'avait pas forcément été anticipé comme ça, justement, à Barcelone, mais comment on passe d'un mouvement massif autour de la PAH, qui défend les locataires et les propriétaires qui sont en voie d'expulsion. Comment on passe de ces mouvements auto-organisés à la décision de se présenter aux élections et comment ça influe sur le style de campagne aussi du coup qu'on mène dans le cadre de ces élections. Donc je passe la parole à Enric Bárcena de Barcelona en Comú. Merci, bonjour à tout le monde. Merci de m'inviter. Je continue ce que tu as dit. Je crois qu'il y a une réflexion après le 2011 de 15M, que c'est vraiment qu'il n'y a pas... La réflexion de 15M était on ne peut pas voter des réformistes, choisir le pire, le moins pire, ce n'est pas une option plus pour nous. Mais aussi que la place, la démonstration massive, ne sont pas suffisants pour transformer tout ça que nous avons besoin. Et nous devons récupérer la démocratie et cette séquestre,
confiscation de la démocratie qu'a fait l'austérité, mais aussi la démocratie plus représentative et plus non institutionnalisée. Et alors, je crois que cette procédé de réflexion nous porte aussi à quelque chose que disait des Rosario Carenteb, non, qui sont des municipalistes, que ça qui est construit de haut sera facilement détruit aussi ou éliminé de haut. Pour ça que seulement ça qui est construit dès la proximité doit être défendu dès la proximité. Et ça veut dire prendre aussi la responsabilité de faire nos petits cheval de Troie, non, pour ouvrir l'institution, la restituer à la citoyenneté. Au voisinage, mieux que la citoyenneté, parce que le voisinage, non, les voisins sont tous ceux qui habitent dans la ville et non seulement ceux qui ont les droits de la nationalité. Alors, ça, je crois, c'est la réflexion initiale. Évidemment, il y a un mouvement très grand, très massif, que c'est la PA, avec 2 millions de familles qui ont perdu la maison, sa maison, ses appartements à l'Espagne. C'est pour imaginer le niveau de la crise de la confiscation qu'il y a sur les risques de bain, etc. Mais aussi le problème de la privatisation de biens communs de l'espace public à la ville. Alors, cette idée de la défense de la proximité, de la trinchère de la proximité, ça qui porte naturellement à décider que c'est dans les municipalités qu'on peut défendre mieux ça qu'on veut faire. Ces petites transformations, mais à mon idée, avec une idée de qu'on n'a pas besoin d'un bulldozer pour détruire le système, c'est mieux d'être des petites termites qui travaillent ensemble, non, en horizontal, mais qu'il arrivera un jour qu'on verra que le bois n'existe pas plus, les structures, et cadra, mais nous avons notre alternative. Et nous avons construit des alternatives. Alors, ça comme réflexion, pourquoi on fait prendre cette décision. Aussi, il y a l'opportunité. Il y a un leader naturel comme Ada Colau, ça c'est important. Il y a une grande tradition organisative, d'auto-organisation dans la ville de Barcelone. Ça, je crois, c'est très important. Ne sortent pas pour spontanéité. C'est un travail de beaucoup d'années qui met ensemble des activistes, mais aussi des personnes syndicalistes, de la roche traditionnelle. Et ça, c'est l'ensemble de beaucoup de traditions de l'autre ensemble. Comment construire cette candidature participative et faire qu'elle arrive à mobiliser aussi, qu'elle profite l'organisation citoyenne, mais aussi serve à créer plus d'organisations. Ce n'est pas seulement restituer, mais aussi dynamiser. Alors, et il y a deux dangers quand on travaille avec le mouvement social, non, de profiter de la dynamique. La première, c'est finir avec le clientélisme de déterminés groupes au mouvement. Aussi, l'autre danger est finir avec un discours de très pouresse, non, de la pouresse, d'être incapable de faire, d'avancer parce qu'il y a le radicalisme pas pragmatique. Et ça, alors, on doit trouver l'équilibre entre le consensus, la construction du consensus, et la capacité de prendre des décisions. Et surtout, supérer cette idée de mouvement social qu'on luttait pendant des années, dans une dynamique de contre-pouvoir, d'accepter entrer, non, à les institutions et aussi la contradiction, qu'on verra après. Non? Alors, quels pour moi sont les caractéristiques plus principaux de la campagne qu'on a fait? La première, c'est le débordement. Pas avoir le contrôle. Assumer qu'on n'aura pas le contrôle du tout. Parce que notre organisation, c'est ça. Non? Prendre et faire et laisser que tout le monde s'identifie à sa façon avec la candidature. Après, avoir des objectifs avant que les sigles de ce parti, de ce mouvement, avoir des objectifs et propos concrets, fomenter la leaderance, non, le leadership des citoyens,
Ça veut dire visage nouveau, pour profil différent, identifier la participation de chacun qui participe à niveau individuel, pas réclamer je suis membre d'une association, je plie droit des autres. Non, non. Tu veux, tu serves en tant que tu participes et tu donnes ton temps et ton effort. Et ça permet de la radicalité démocratique et aussi la féminisation, que c'est un constant et une chose transversale à nous. Et une autre chose, la perméabilité et la double militance. Tu peux être de Barcelone en commun, même que tu participes à un mouvement ou à un parti, ou à un temple aussi. Et finalement, le travail sur le territoire. Particulariser, faire le programme collectivement, mais adapté à chaque réalité. Pas un intellectuel qui arrive et dit ça qu'on a besoin, la citoyenneté. Non, non. Nous avons fait le programme quartier à quartier, nous avons réuni avec les activistes, mais aussi on doit faire l'effort d'arriver à les personnes qui ne sont pas organisées. Ça, c'est très important aussi. OK, les mouvements sont très importants, mais on doit arriver à ceux qui ne participent, qui ne se sentent pas appelés pour la politique habituelle. Créer des espaces de participation avec 2 travaux faciles. Pas réclamer d'être un expert. Non, non, faire des choses que tout le monde, c'est très important. C'est sentir. L'activiste a besoin, sans sa participation dans la campagne, c'est ça qu'il fait, sans qu'il a un pouvoir transformateur réel. Et ça, c'est, à mon avis, la pièce déterminante pour maintenir après l'activisme au-delà de la campagne. Et une autre chose importante, ne pas supprimer le conflit. On doit les canaliser, gestir, mais jamais éliminer. Alors, pour résumer, je dirais débordement, que ça veut dire perméabilité, facilité d'accès, proximité, et adapter localement la réponse. Pourtant, le programme de Madrid ne sera pas égal de ce qu'est de Barcelone, parce qu'il fait 2 voisins qui ont identifié et ont construit son propre programme. C'est ça que je suis plus orgueilleuse de tu participes. Je suis un voisin de ceux qui se sentent appelés. Hein? C'est ça que je vous raconte parce que j'ai vécu cette expérience très très émotionnelle, qui m'a motivé beaucoup. De venir quelqu'un à me raconter, à m'écouter, à nous écouter voisins, et les voisins s'organiser pour écouter les autres voisins et faire un programme. Et ça qu'on a fait mise dans ce programme, actuellement, est déjà fait. Et ça, c'est une satisfaction et un reflet de la démocratie vraie, à mon avis. De la démocratie faite de bas. Et finalement, le programme de construction collective au quartier, je disais, la participation individuelle, ça que je dis, les sachets comportent dans sa tradition, pas de partis, pas des organisations, ça qui a plus valeur et ça que chacun peut apporter d'efforts et d'expérience. Et finalement, comme je disais avant, à profiter les organisations qui existent, mais pas les soucier, non, pas les vider de sa énergie. Pour ça, c'est important aussi la participation individuelle, pour maintenir toujours l'indépendance des organisations, qui sera très importante à la phase suivante, de tension et de contrôle et de fiscalisation et d'innovation, mais aussi fomenter ça que je vis avec la campagne de Barcelone en commun, c'est que la campagne a été aussi un instrument de mobilisation et d'auto-organisation qui a dynamisé les quartiers et qui encore continue, et quelqu'un continue dans l'organisation et d'autres ont fait d'autres choses. Alors, pour dire, après cette expérience, pour finir, je crois qu'il était très intéressant avec des faits. Il avait des cellules à travailler ensemble avec un objectif commun, mais très indépendant. Ça, il n'avait pas de contrôle de ce qui s'est passé, mais c'était très émotionnant de voir des taxistes qui portaient des flyers pour répartir, ou des personnes qui donnaient son argent, ou des personnes qui portaient
pour manger, cette spontanéité à participer, à contribuer. Et là, finalement, le résultat était la victoire. On doit dire qu'une victoire pire, parce que nous n'avons pas la majorité et que nous devons travailler très dur pour réussir à faire chacune de notre propos. Mais à la fin, je finis avec la sensation de le jour des élections qu'il y avait des personnes anciennes qui m'ont dit « c'est la première fois que je vainquis ». Et ça m'émotionne beaucoup, parce que cette expérience de construction collective est très émotionnante de sentir des personnes de 70 ans dire « c'est la première fois que j'ai gagné ». 70, ça je crois est important. Ça seulement était ça que nous savons à ce moment, et qu'on a gagné seulement les élections, mais pas la ville, mais pas tout ça qui vient arrière, et qui sera encore très important, l'organisation, maintenir ce rapport de conflictuel et collaboratif entre les mouvements, la citoyenneté et l'institution, parce que sinon, le transatlantique est très difficile de le faire virer. Merci. On parlera juste après, donc justement, une fois au pouvoir, les contradictions, les tensions, comment continuer de faire vivre l'auto-organisation une fois que le pouvoir est en place. Maintenant, on était à Barcelone. À Madrid, on va repasser la parole à Nacho Murgui pour savoir, dans le cadre de la campagne de Manuela Carmena, dans le cadre de la campagne d'Ahora Madrid, quelle était la place des mouvements vécinales, mais aussi des mouvements de base autogérés dans le cadre de la campagne. En primer lugar, me gustaría hacer una diferenciación que tiene que ver con lo que se ha dicho desde el borde. Una cosa son los movimientos sociales organizados preexistentes y otra cosa muy distinta son los procesos de autoorganización novedosos que se dan en torno a la campaña. Je voudrais faire une distinction avec l'idée de débordement dont parlait Henrik. Il faut bien différencier les mouvements sociaux du moment où, pendant la campagne électorale, se produit un débordement. Para que os hagáis una idea, yo en el momento en que empieza la campaña estaba en la dirección de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid. Pour vous donner une idée, moi, au moment où commence la campagne, j'étais à la direction de l'association des voisins régionale de Madrid. Y lo primero que tengo que hacer para poder participar en la campaña es dimitir. Et la première chose que je dois faire pour participer à cette campagne, c'est présenter ma démission. Lógicamente, para no generar una identificación excesiva, una dependencia, algo que luego a posteriori pues, atara políticamente a un movimiento social, vecinal. Pour éviter que ce mouvement social puisse être qu'on puisse considérer que ce mouvement social était instrumentalisé ou soit associé à une candidature. Luego esa relación es problemática en parte. Donc cette première relation est problématique. Autoorganización que se produce a lo largo de la campaña, que a nosotros, yo estaba en el comité de campaña y continuamente ocurrían cosas que no sabíamos de dónde habían salido. O sea, ibas por la calle y veías de repente a un grupo de 200 personas con unas letras gigantes que ponía Manuela. Et dans un deuxième temps, pendant la campagne électorale, puisque j'étais au comité d'organisation de la campagne, il se passait des choses tous les jours qui étaient imprévues et que nous découvrions. Par exemple, tout à coup, on découvrait un groupe avec 200 personnes qui avait donc une banderole Manuela Carmena. Aparecían carteles, canciones, actos que no habíamos organizado desde el comité de campaña y que no sabíamos quién rayos las estaba organizando. Des affiches, des chansons, des événements électoraux qui surgissaient sans que nous-mêmes ne les connaissions ou ne les ayons prévus depuis le comité d'organisation de la campagne. Y precisamente a medida que avanzaba la campaña y que ese tipo de situaciones se daban con más frecuencia y iban cobrando protagonismo, es cuando vimos que era posible, que existía la posibilidad de que realmente diéramos un vuelco
a la situación electoral y pudiéramos entrar a formar gobierno. Et c'est justement au fur et à mesure que la campagne se développait, que ces situations, que ces initiatives se multipliaient, qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait produire un renversement et éventuellement parvenir à la conquête de ce gouvernement municipal. Sin esos procesos de autoorganización novedosos que van más allá o que son más novedosos y más autoorganizados que lo que ya preexistía, sans ces processus d'auto-organisation innovateurs et qui vont beaucoup plus loin que ce qui existait déjà, no hubiera sido posible la victoria electoral. la victoire électorale n'aurait pas été Esto possible. no quiere decir que lo que sí preexistía no hubiera generado pues ese proceso, o sea, no hubiera aportado toda esta energía, todo esto que se ha hablado, que bueno, pues que son procesos amplios de acumulación, de ir demostrando poquito a poco que se pueden transformar las cosas, que hay otra manera de hacer y de gestionar lo público, etcétera, etcétera. Pero sin esa energía novedosa, autoorganizada, de última hora, espontánea y bueno, pues que forma parte de ese desborde, el cambio no hubiera sido posible. Cela ne veut pas dire que tout ce qui préexistait, les formes d'organisation, les mouvements sociaux, les associations, n'ont pas joué un rôle, mais sans ce moment de débordement, la victoire électorale n'aurait pas été possible. Y es curioso porque luego esas dinámicas no se mantienen, no cristalizan, por lo menos en el caso de Madrid, esas dinámicas tan espontáneas luego no cristalizan en una estructura política. Et ce qui est curieux, c'est que ces initiatives donc d'auto-organisation, une fois que la campagne passe, ne se cristallisent pas dans une forme d'organisation politique, en tout cas à Madrid. Entonces, parte del traslado, y aquí ya me pasaría de tema, quizá, pero simplemente unos segundos, parte de trasladar esa lógica a una lógica de gobierno en la que, digamos, el método Alinsky, por decirlo de alguna manera, tenga algún papel, no es fácil desde el gobierno, ¿no? No es lo mismo ser un organizador comunitario que ser gobierno. En muchas cosas no tiene nada que ver y cometemos un error cuando nos empeñamos en ser lo mismo desde el gobierno que desde la organización comunitaria. Voilà pourquoi il est difficile de la transition à devenir un gestionnaire des institutions municipales ne peut pas se faire de la même façon qu'on était un organisateur de communautés de type donc Alinsky, parce qu'on ne fonctionne pas de la même façon et ces communautés ne se sont pas cristallisées dans une structure politique. Donc il ne faut peut-être pas voir la continuité de ce point de vue-là. Sin embargo, y con esto ya termino, sí que existe una posible traducción. Cependant, il existe une possible traduction de ces mouvements auto-organisés. Haciendo que parte de la acción de gobierno consista en poner en marcha iniciativas, poner en manos de la ciudadanía herramientas que faciliten pues, estos procesos autoorganizativos. En faisant en sorte, depuis la mairie, que l'on mette en place des outils participatifs qui permettent à ses voisins et à ses citoyens de continuer à participer aux initiatives de gouvernement. Tanto de las organizaciones sociales preexistentes al proceso, aquellas que son más tradicionales, que llevan más tiempo, como de espacios de participación que no se encuadren dentro de estos marcos más tradicionales y que puedan ser novedosos. Cela peut se faire autant avec les organisations sociales préexistantes, qui continuent évidemment à fonctionner, que depuis de nouvelles initiatives, depuis la municipalité, de participation. Il y a peut-être des exemples concrets qui seraient intéressants d'évoquer. Voilà, là, merci Nacho. On est déjà là, on arrive déjà du coup à la troisième question de notre discussion, de notre conférence. Avant d'y passer, justement, juste un dernier détour par les États-Unis. Vous avez certainement entendu parler, il y a quelques semaines, d'une femme qui s'appelle Alexandria Ocasio-Cortez. Elle a gagné les élections à la primaire démocrate aux États-Unis. Et Alexandria Ocasio-Cortez, justement, est une ancienne organisatrice au sens d'Alinsky, en fait, et a développé toute sa campagne avec des méthodes d'auto-organisation, mais pour le coup, vraiment du community organizing. Et donc, Julien Talpin nous a dit qu'il y avait peu de liens entre les mouvements politiques et le community organizing aux États-Unis. Je voudrais que tu reviennes en partant de cette expérience-là, que tu reviennes un peu là-dessus. Merci. Alors, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, le principe de la méthode Alinsky, c'est de valoriser le rôle démocratique des contre-pouvoirs, avec cette idée que même
quand parviennent au pouvoir des gens extrêmement progressistes, comme à Madrid ou à Barcelone, on aura toujours besoin de contre-pouvoirs, et que bien souvent, ce qui a mis à mal, au fond, les expériences les plus radicales d'exercice du pouvoir à gauche, c'est précisément l'aspiration, la cooptation ou l'écrasement de ces contre-pouvoirs. Et donc il y aura toujours besoin de cela. Néanmoins, le community organizing ne développe pas et n'est pas que dans une posture de contre-pouvoir, et il défend quand même une forme de pragmatisme, et au fond selon lequel tous les moyens sont bons pour accroître l'influence et défendre les intérêts des catégories populaires, et donc que les élections, le champ politique, le système politique peuvent être un champ de bataille parmi d'autres. Du coup, il y a plusieurs, et je vais venir au cas Ocasio-Cortez dans un instant, il y a plusieurs façons dont le community organizing, la méthode Alinsky a nourri les partis politiques et le jeu politique aux États-Unis. Le premier canal, c'est qu'au fond, ces organisations communautaires, ces contre-pouvoirs locaux sont un formidable vivier de candidats et de renouvellement des élites politiques aux États-Unis. Le plus connu d'entre eux est évidemment Barack Obama, qui était un ancien community organizer à Chicago, mais il y en a des dizaines d'autres qui se sont formés dans ces organisations communautaires, qui ont fait un travail de terrain pendant des années et qui, à un moment, vont s'engager en politique, bien souvent du fait de la bipartition du jeu politique aux États-Unis au sein du parti démocrate, mais pas seulement, puisque Ocasio-Cortez, donc qui est cette jeune candidate en fait aux primaires d'une circonscription législative en fait, qui a été désignée, mais bon, c'est une circonscription qui est imperdable en fait pour le Parti démocrate, une proche de Sanders, a gagné de la même façon il y a quelques semaines. Donc cette primaire et donc cette circonscription, on l'a présentée de façon un peu erronée comme une nouvelle entrante en politique, une novice, etc., une barman, ce qui était vrai, mais c'était également une ancienne community organizer, et c'est là-dessus qu'elle a fait ses armes, elle a construit des compétences qu'elle a pu ensuite réinvestir dans sa campagne. Juste préciser qu'avant qu'elle soit élue, personne ne s'attendait... Elle-même non plus, d'ailleurs. Tout à fait. Et donc, premier canal, c'est on fait émerger, par les compétences acquises dans les luttes locales, au fond, de nouvelles figures apparaissent, un peu à l'image, j'imagine, de ce qui se passe, par exemple, dans les centres sociaux autogérés, où, comme moi j'ai travaillé là-dessus dans le nord de la France, la formation de la classe ouvrière et du mouvement ouvrier, c'est beaucoup fait par l'articulation des partis politiques avec tout un ensemble de mouvements coopératifs, syndicaux, mutualistes. Moi, j'ai travaillé sur les maisons du peuple dans le nord, c'est principalement par l'articulation et la vivacité de cette société civile et de cette contre-société communiste ou socialiste qu'a émergé la conscience de la classe ouvrière, pas uniquement au sein des partis politiques. C'est pour ça que je crois que aussi ces formes d'auto-organisation, comme essaye de l'initier la France Insoumise, est tout à fait important pour renouveler aussi la figure à la fois des militants, mais peut-être demain des candidats. Donc premier canal, ça diversifie les candidats. Deuxième influence de la méthode Alinsky sur le jeu politique, c'est par le renouvellement des méthodes de campagne électorale. Et là, on va retrouver en fait des parallélismes assez forts avec ce qu'on a pu entendre. J'étais assez surpris, mais c'est intéressant, en Espagne. Donc le tournant, en fait, en réalité, c'est la campagne d'Obama. On ne le sait pas toujours. On a beaucoup insisté à l'époque sur le rôle d'Internet dans la campagne d'Obama. Mais en fait, Obama, ancien community organizer, et dont le directeur de campagne était lui-même community organizer, a importé au sein du Parti démocrate ces méthodes-là. Et l'essentiel de sa campagne a consisté à l'organisation et l'auto-organisation de comités locaux de soutien qui faisaient du porte-à-porte, des réunions d'appartements, et se sont très fortement nourris de ces méthodes de community organizing, et depuis, c'est presque devenu la norme en fait, des campagnes à gauche aux États-Unis, du moins au sein du Parti démocrate, et ce qui est très différent avec la façon dont on faisait campagne jusqu'alors, qui se structurait beaucoup autour de grands meetings, qui passait pas mal par des publicités à la télévision, par l'envoi de courriers aux électeurs, etc. Et on s'est rendu compte qu'en fait, le contact personnalisé était quand même un élément beaucoup plus important. Pour revenir à Alexandria Ocasio-Cortez elle-même, donc c'est beaucoup nourri de son expérience de community organizer pour mener sa campagne. Pour vous donner quelques chiffres, en quelques mois de campagne, ils ont tapé à 120 000 portes, ont passé 120 000 coups de téléphone donc dans la circonscription, ont organisé plusieurs milliers de réunions d'appartements et ont permis l'auto-organisation de comités de soutien locaux un peu partout dans la circonscription qui ont aussi en partie débordé la campagne. C'est-à-dire qu'elle insiste beaucoup là-dessus. Il y a eu une personnalisation un peu de sa victoire. Certains l'ont réduit aussi à une victoire d'une minoritaire qui vient de la communauté portoricaine, etc. Elle a dit non, en fond, c'est cette
auto-organisation de la campagne, au fond, le fait que les personnes qu'on a été voir au début de la campagne en porte-à-porte, à un moment, ont été séduits par notre discours, par notre démarche, qui derrière se sont auto-organisés en comités locaux et ont mené un peu leur campagne dans leur coin au niveau local et ont pu aussi insister sur tel ou tel point qui pouvait paraître plus saillant, plus important pour telle ou telle partie de la circonscription. Si bien que l'absence de contrôle centralisé de la campagne était un élément tout à fait central de cette dynamique de campagne et qui a permis la victoire, au final. Dernier point, j'en finis sur la façon dont ces expériences d'auto-organisation nourrissent le jeu politique. Donc, vivier de candidats, transformation des méthodes de campagne pour être beaucoup plus sur des méthodes de aller vers et d'auto-organisation, c'est que les partis politiques eux-mêmes aujourd'hui se constituent, et c'est pas trop dans la tradition américaine, il y a une tradition comme ça en France du côté du PC, même si ça a un peu décliné, en tant que contre-pouvoir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a certaines franges du Parti démocrate, notamment proches de Bernie Sanders, qui se sont constituées, il y a la branche, ceux qui s'appellent les indivisibles, les indivisible, qui se sont appropriés en fait les méthodes de community organizing. Ils ont même constitué des manuels où ils reprennent en fait certaines méthodes, parce que c'est très rationalisé, méthodologisé un peu ces histoires d'auto-organisation. Et ils ont mis en place un manuel sur comment résister à Trump et comment résister au soutien républicain de Trump au niveau local. Et donc ils emploient toutes les méthodes d'action du community organizing. Ça va de comment organiser une pétition à comment organiser un comité local de résistance à tel ou tel élu local. Et donc on voit comment là le parti politique ou certaines de ces sections locales s'approprient ces méthodes-là pour résister aussi. Et donc il y a différentes façons dont, au fond, ces méthodes d'auto-organisation viennent renouveler le fonctionnement du jeu politique et du jeu politique à gauche aux États-Unis. Voilà. Merci. Donc alors on va passer dans le dur, la dernière partie du débat. Alors par contre, il nous reste officiellement, on va dire 25 minutes. Donc là, je vais demander aux intervenants de faire court si on va avoir un échange avec la salle. Pour revenir sur Alinsky, encore une fois, quand les dynamiques d'auto-organisation ne peuvent se créer que quand elles se construisent dans le cadre d'une confrontation avec un décideur qui a plus de pouvoir que les habitants, que les citoyens. Maintenant, la question qui se pose, justement, c'est quand on débouche sur... quand ces dynamiques d'auto-organisation débouchent sur la prise de pouvoir, quand le pouvoir en face est un allié, qu'est-ce qu'on fait de ces dynamiques de confrontation? Est-ce qu'il faut les faire perdurer, pouvoir contre pouvoir? Est-ce qu'au contraire, c'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber et puis tout est apaisé et puis on arrive dans le monde des bisounours? Ou au contraire, est-ce que les contre-pouvoirs peuvent être un moteur? Et là où ça va être intéressant, là, avec Francesco Tiro, donc du Centre social de Naples, c'est que lui, donc, ils ne sont pas présentés à des élections. Ils sont indépendants du pouvoir local à Naples, mais on est dans une ville qui est gouvernée par une municipalité très à gauche. Donc c'est intéressant, Francesco, que tu nous racontes, tu nous expliques quels sont les rapports qu'il y a entre le centre social et la mairie de Naples. Oui, bon, en fait, notre maire est des magistrices et peut-être il est un peu connu même ici en France. Et bon, en 2016, nous avons décidé de soutenir sa candidature à Naples pour le deuxième mandat. Nous avons décidé de le soutenir sans nous candidater nous-mêmes. Pour différentes raisons, mais essentiellement pour garder cette indépendance, cette autonomie politique et le nom que nous avons décidé de donner à la relation que nous avons décidé d'avoir avec la mairie, c'est contrôle populaire en italien, c'est-à-dire contrôle populaire. C'est quoi le contrôle populaire selon nous? À la base, il s'agit d'une prise de parole constante du peuple par rapport aux décisions et aux actions qui sont prises par les acteurs publics. Donc la mairie, la région, le département, tous ces acteurs-là. Excusez-moi, j'ai un peu de problème avec mon agenda. Bon, c'est pas seulement une prise de parole. C'est aussi ce que nous appelons un entraînement au pouvoir au peuple. C'est-à-dire que si on a l'objectif d'arriver à accroître le pouvoir pour les classes populaires, il faut que les classes populaires
commence à reprendre une certaine confiance avec comment ça marche dans les institutions, comment les décisions politiques sont prises, comment fonctionne la machine administrative. Et c'est pour ça que nous avons commencé, même pendant les jours électoraux, à mettre en place le contrôle populaire de la régularité du processus électoral. Bon, vous savez, si vous avez regardé en télévision, aussi en France, la série Gomorrah, on a un petit problème de criminalité organisée à Naples. Et ce petit problème regarde aussi la régularité des votations. Il y a des voix qui sont achetées pour 20 euros, 30 euros, pour des gens normalement de droite, extrême droite, comme ça. Et bon, finalement, nous avons lancé comme action de soutien à la candidature de des magistrates, qui évidemment n'était pas soutenue par la Camorra, une action de contrôle populaire sur les élections. On a été nous-mêmes étonnés par la réponse citoyenne et populaire à cet appel à l'action, parce qu'on a eu la réponse affirmative de centaines de jeunes qui se sont mis notre t-shirt avec contrôle populaire dessous. On est allé partout en ville à contrôler la régularité des élections, tout simplement en filmant ou en prenant en caméra des choses qui n'étaient pas exactement régulières, et ça marchait beaucoup. Ça, c'était la première action. Après, on a commencé effectivement à mettre en place des actions de contrôle sur les politiques d'une mairie qui n'est pas une mairie loin. Oui, c'est une mairie proche d'un point de vue idéologique à notre programme politique, mais quand même, comme surtout en Union européenne, les mairies n'ont pas la liberté absolue de décider sur le bilan et tout ça, les dépenses, etc. etc. Donc c'est normal qu'il y ait des contradictions et des conflits. Donc ça a été et ça continue à être pas du tout facile. La construction d'un rapport de contrôle sur les politiques de l'administration. Bon, mais ce que nous avons fait, c'est de garder une autonomie, une indépendance. Et nous avons obtenu un peu de choses. Je veux vous rappeler seulement deux choses. La première, on a obtenu on a poussé la mairie à mener des actions pour l'hébergement des SDF. Et on a obtenu une délibération municipale très importante qui a poussé la mairie de Naples à s'occuper du contrôle du travail au noir. C'est-à-dire en Italie, la loi ne concède pas aux mairies de contrôler les conditions de travail. C'est quelque chose qui regarde l'État, le pouvoir de l'État, et pas les mairies, pas les pouvoirs locaux. Mais nous avons poussé la mairie à mettre comme condition pour l'occupation de l'espace public par les cafés, les restaurants et tout ça, donc pour les terrasses par exemple, le respect des conditions de travail, et donc n'avoir pas pris de sanctions, des amendes, même dans le passé, par rapport à la régularité des contrats et du rapport de travail. Je veux souligner que le processus n'a pas été qu'on a appelé au téléphone l'adjoint maire ami ou que nous connaissons et on lui a dit bon, ça serait génial de faire une délibération comme ça. On a dû mettre en place des manifestations, des conférences de presse, des piquets dans la rue. Et on a été obligé à mener une action politique classique pour avoir une réponse positive par la mairie, pas parce que la mairie n'était pas d'accord avec nous, elle était tout à fait d'accord, mais parce que, bon, je crois que les intervenants de Barcelone et de Madrid nous expliqueront mieux que je peux faire. Il y a toujours des contradictions, il y a toujours des conflits, il y a toujours de construction des obligations quand on passe au côté obscur de la force, pour dire comme ça. Et donc, selon nous, pour faire une conclusion, c'est tout à fait nécessaire de garder ces contre-pouvoirs dont on a parlé,
même si on n'est arrivé pas à prendre le pouvoir, mais tout simplement à gagner des élections et à donner, comme on a disait avant, des outils pour continuer à développer l'auto-organisation au niveau populaire. Merci. Noémie, rapidement, en tant que syndicaliste, est-ce que c'est possible de l'auto-organisation sans confrontation? Alors, mon expérience est un peu différente, mais nous, on a choisi d'être indépendant, de ne pas avoir de candidat aux élections, mais tout le temps, on croit que c'est important de se confronter avec la politique, avec les organisations. Et on a eu plusieurs moments de se confronter avec les partis soit nationales que municipales et les différentes organisations. En plus, on participe aux élections universitaires et scolaires. Après, je crois que c'est important que chaque mouvement, chaque organisation, avant que participer aux élections, il doit avoir c'est important la participation, le protagonisme des gens. C'est important que dans un moment d'atomisme social, de fragmentation, de créer aussi une communauté. Et après, avoir une légitimation populaire avec une approche populiste. Et c'est important, je crois, ça. Après, ça peut être, c'est pas mon expérience, c'est évident, mais aussi avoir des expériences d'élection. Par exemple, avec la Riders Union, on a commencé une contractation métropolitaine et on a signé une carte des droits du travail digital dans le contexte urbain. Et la carte a été signée par la mairie et des organisations confédérales et aussi par une plateforme, ça s'appelle ZNIAM, c'est une plateforme locale, et qui a reconnu Riders Union comme une organisation légitimée à parler pour les riders. Dans ce moment, on a une contractation aussi avec le ministre du Travail, Di Maio. C'est un peu plus compliqué. Bon, c'est ça. Merci. Alors Nacho Mourgui, tout à l'heure, tu parlais des outils qui étaient mis en place par la mairie de Madrid pour favoriser l'auto-organisation et les relations avec le pouvoir. Est-ce que tu peux développer là-dessus? Bueno, ejemplos de... Entiendo que se nos han pedido ejemplos, ¿no?, de cómo desde un ayuntamiento se pueden poner en marcha políticas que favorezcan, ¿no?, que faciliten. Vale, voy a poner 3 o 4 ejemplos de cosas concretas que hemos estado haciendo. Je vais donner 3 ou 4 exemples d'initiatives concrètes que nous avons mises en place depuis la mairie de Madrid. Quand je dis je, c'est lui, évidemment. Nosotros hablamos de generar un marco de cooperación público-social. Lo hemos llamado así, le hemos puesto este nombre. Se nos podía haber ocurrido uno más. Nous disons que nous mettons en place un cadre de coopération público-social. Publico-social. Hemos hecho una ordenanza de cooperación público-social. La ordenanza es como el máximo, digamos, la máxima normativa que se puede hacer desde un ayuntamiento. Donc on a pris une ordonnance qui, dans le cadre de la loi municipale espagnole, c'est la décision législative municipale la plus importante, une ordonnance d'organisation publico-sociale. Que tiene como objetivo el poder facilitar a las organizaciones sociales recursos materiales, qui a pour objectif de faciliter pour les organisations sociales du matériel, des outils, des espaces, des locaux. Para poner en marcha proyectos autoorganizados y proyectos que partan de este pour développer leurs projets d'auto-organisation citoyenne. Empezamos, previo a esto, hicimos un proceso de cesión de locales. Antérieurement, nous avons lancé un processus de cession d'espaces municipaux, de locaux.
que en este momento están participando en él como unas 60 entidades, unas 60 organizaciones Et sociales. il y a environ 60 organisations sociales qui en ont bénéficié. Y hemos cambiado algunas cuestiones en lo que se refiere a las metodologías, a los métodos, a los trámites burocráticos para acceder a las subvenciones. Et nous avons transformé la méthodologie, les formalités pour obtenir, accéder à tout un type de subvention municipale. Hemos puesto en marcha los foros locales. Ils que nous ont son mis en las place asambleas des ciudadanas en todos los distritos de la ciudad, forums locaux qui sont des assemblées citoyennes dans tous les quartiers de la ville, que tienen capacidad tous les arrondissements, para realizar actividades, para tomar iniciativas, pero también para hacer propuestas políticas en los plenos municipales, en los plenos del ayuntamiento. qui ont une autonomie pour organiser leurs propres activités, événements, mais qui ont aussi la capacité de faire des propositions donc, au gouvernement municipal. En este momento están participando alrededor de 400 entidades y unas 3.000 personas. Il y aurait donc actuellement 400 donc, entités de ce type, des forums locaux, et 3000 personnes environ qui y participent. Hemos puesto en marcha también un mecanismo de presupuestos participativos Nous avons mis en place tout un système de budget participatif y de toma de decisiones a través de, bueno, pues de consultas. et de prise de décision à travers des ciudadanas. consultations citoyennes. Además, hemos puesto en marcha un fondo de reequilibrio territorial que parte, digamos, de una baremación de los niveles de vulnerabilidad social de los distintos barrios de la ciudad. Nous avons mis en place un système de rééquilibre des fonds, de l'attribution des fonds municipaux selon des barèmes sociaux. Y las actuaciones vinculadas a este fondo se pactan con el tejido asociativo de cada uno de los barrios. Et donc la façon dont est attribué ce fonds est négociée avec les structures associatives des différents quartiers. Hemos puesto en marcha equipos de actuación distrital. Nous avons mis en place des équipes donc d'action locale dans les quartiers, dans les arrondissements, Que son equipos formados por población vulnerable de esos barrios. qui sont des équipes formées par les populations en situation de vulnérabilité de ces arrondissements, de ces quartiers, Que realizan actuaciones de recuperación del espacio urbano. qui réalisent donc des actions de rénovation du matériel urbain, Contratados por asociaciones que en contacto con los vecinos deciden cuáles son esas actuaciones concretas que deben realizar los equipos de acción. et ceux-là même sont employés par des organisations donc associatives qui donc les emploient dans une là aussi une dynamique d'auto-organisation locale. Vinculado a esto, hemos iniciado un proceso de descentralización económica, política y administrativa de la estructura municipal. Et donc nous avons dans ce processus initié un processus de décentralisation los adjetivos Política, politique, administrativa administrative y económica, et économique, donc au plus près des gens, que tiene por objeto qui a pour acercar el poder de objectif decisión de rapprocher le pouvoir de décision et les moyens a los distritos y a los barrios, allí donde au se quartier, producen los problemas. auprès donc des arrondissements et là où se produisent les problèmes. Esto es un resumen, evidentemente. Évidemment, ça c'est un résumé. Y bueno, pues no puedo entrar en detalles, pero Je ne peux pas rentrer dans le cuestión- détail. Bon, il y a eu un exemple concret qui est la Plaza España, donc une des places les plus importantes de Madrid, et on a tous pu participer. Il y a eu plusieurs projets architecturaux et tous les citoyens de Madrid ont pu voter pour, et donc étaient acteurs de la transformation de l'espace urbain d'une des places les plus centrales où il y a des intérêts économiques, etc. Para terminar, Y por terminar, una reflexión con respecto a lo que ocurre cuando ponemos en marcha une réflexion à ce qui se passe quand on met en place y acercamos la posibilidad de asumir mayor poder, ¿no?, a los vecinos et y on vecinas. permet aux gens donc d'assumer plus de pouvoir donc, au tissu des voisins et des citoyens. La participación en el gobierno, en la institución, por lo que se ha dicho antes, los límites que tiene, etcétera, etcétera, es una fuente infinita de frustración. La participation au gouvernement par rapport à tout ce qui a été dit par les intervenants précédents est une source infinie de frustration. También te da muchas posibilidades de hacer cosas, pero te frustra. Cuando tú compartes y acercas ese poder
a los vecinos y vecinas, también les estás haciendo partícipes de esa frustración. Mais quand toi-même tu partages justement localement avec les voisins la prise de décision, eh ben tu les habitues, enfin non, tu leur fais aussi participer, tu distribues un peu cette frustration, ou tu leur fais comprendre cette frustration au niveau local, de la frustration de la gestion du pouvoir. El proceso de aprendizaje colectivo que implica poder tomar parte de las decisiones públicas y de la gestión política de Le la ciudad processus d'apprentissage politique lié au fait que l'on puisse participer aux grandes décisions qui concernent la ville pasa también por conocer esta frustración y conocer estos límites. passe aussi par l'apprentissage de ces frustrations et de ces limites de l'exercice du pouvoir. Que no quiere decir que la sociedad, Ce qui ne veut pas dire que la société, que los movimientos, que les vecinos mouvements sociaux, que tengan les voisins asumir esos límites. doivent assumer ces limites. Y ahí pasa la división del trabajo entre movimientos, sociedad autoorganizada y gobierno. Et c'est là que passe la ligne de division entre mouvements sociaux et organisations et prise de décision par un gouvernement. Pero sí es importante que legítimo. conozcan esos límites para que esa división del trabajo no se convierta en una tensión irresoluble que dificulte o imposibilite tanto que los Mais oui, il est important que cette connaissance de la frustration, ce partage de la frustration existe pour que cette relation entre mouvements sociaux et gouvernement municipal ne se transforme pas en tension, conflit et autres problèmes. Decía y que esa tensión imposibilite tanto que los movimientos aprovechen la oportunidad que supone que haya en el gobierno gente favorable a sus objetivos, a sus métodos, etcétera, como que el gobierno no sea capaz tampoco de llevar a cabo y de garantizar una continuidad de su proyecto. Sí. No me ha quedado claro esto último. Vale. ¿Es positivo o no? Digo que esa tensión cette tension no se convierta ne se transforme pas en un factor que imposibilite en un facteur qui rend impossible que los colectivos sociales, que les collectifs sociaux, les mouvements sociaux, les organisations locales que se les ofrece desde la institución puissent profiter de la possibilité qu'il leur est offert depuis les institutions et que cette tension se transforme en une dynamique d'opposition qui porte tort à l'action du gouvernement. Bref, il faut travailler sur cette relation, il faut l'entretenir au quotidien. Esto es complejo, tiene que ver con la comunicación, tiene que ver con la información. C'est complexe, ça a des liens avec la communication, l'information et le dialogue. Et le rapport interpersonnel, le dialogue permanent. Merci. Henrik, sur Barcelone. Alors. C'est ça qu'il a dit, que c'est, je crois, maintenant le point plus important de comment maintenir cet équilibre, non, entre la critique et à profiter le moment de l'opportunité que représentent ces plateformes et les ciudades del cambio. Cette relation que je définis comme collaboration conflictuelle, c'est, à mon avis, une des innovations sociales, d'innovation politique plus importantes. À Napoli, c'est très intéressant, le cas des villes espagnoles aussi, parce que des positions différentes, mais cette collaboration conflictuelle existe. Et selon les scientifiques de l'Université de Venise qui étudient ce phénomène, ces innovations, sont plus créatives et font des transformations plus vite que les autres expériences plus anciennes. Alors, ça, c'est intéressant de trouver cet équilibre parce que maintenir la virtuosité, non, de trouver l'équilibre entre la critique et la profiter le moment et l'opportunité est très important et c'est critique pour réussir à transformer. Sur le mouvement, je crois qu'il y a 4 objectifs quand on arrive au gouvernement, que c'est le premier, restituer à la citoyenneté. Second, transformer, faire des transformations au-delà de ce qu'on n'a arrivé jamais. Troisième, dynamiser la citoyenneté. Et 4, garantir ou blinder les organisations et le pouvoir populaire. Comme restituer, par exemple, le bien commun. Restituer deux bâtiments qui ont été expropriés, restituer le droit à l'espace public,
restituer le droit à l'habitage, qui est un problème, mais aussi, par exemple, de l'eau. La lutte pour la remunicipalisation de l'eau, c'est une lutte démocratique pour mettre au déni de les politiques municipales et les biens communs et la gestion démocratique. Parce que remunicipaliser n'est pas donner le contrôle aussi autrefois au public, commencement, mais c'est aussi le contrôle populaire de cette gestion. Deuxième, un exemple de transformer. Par exemple, de créer de l'entreprise d'énergie publique en en profitant, c'est transformer le système. Ce sont des mesures, pas d'urgence que nous avons en la première onde, mais aussi de détransformation systémique comme l'énergie ou d'arrêter le tourisme massif et gestir à notre modèle le tourisme. Et ça, c'est un exemple de collaboration avec succès à Barcelone, comment en 3 ans, la collaboration entre une institution favorable, évidemment, et le mouvement ont changé la perception du tourisme comme un fonds de richesse à ça qui est évidemment un procès, un modèle d'exploration de la ville qui ne compte pas avec les voisins. Alors, revoisiniser la perspective du modèle économique, je crois, c'est un exemple réussi, avec l'extension que nous, mais je viens de ce mouvement et je suis très content de voir comment, seulement en 3 ans, on a changé. Et ça veut dire construire hégémonie. Et ça seulement est possible avec cette collaboration critique, conflictive, mais productive et créative entre institutions et mouvements. Troisième, dynamiser. Ça veut dire de faire des modèles de politiques qui ne sont pas seulement clientélaires ou caritatives, mais qui donnent le pouvoir à la citoyenneté. Et par exemple, c'est le plan de barres, le plan de quartier pour réduire la déségalité qui existe entre les quartiers de Barcelone. Il y a 10 ans d'espérance de vie de différence entre les quartiers plus riches et les quartiers plus pauvres. Et on doit lutter comme ça. Et ça veut dire de faire des modèles participatifs, de codécider et créer le politique des mêmes habitants de quartier, des voisins. Et finalement, garantir, blinder l'agent politique que soit que l'initiative de l'agent politique finit ou se maintient dès le mouvement social. Ça veut dire que nous avons créé un nouvel normatif de participation, que ça que prétend et que quoi, nous ne serons pas plus, parce que nous sommes venus ici à ouvrir la porte, pas de rester toute la vie. Et il aura des mécanismes qui évitent que des personnes qui arrivent après nous réussissent à restaurer une démocratie moins démocratique ou plus représentative. Alors, ça, je dirais, pour résumer les 4 sur cette relation entre mouvement et institution. Je fais, et sur ça que tu disais, la métaphore qu'on a conçu traditionnellement la relation entre mouvement et institution comme un roche, non, l'institution, et des ondes qui battent, non, la mer battent contre l'institution. On doit changer ça, et on doit contempler qu'il y a une plage très pleine où les ondes entrent et sortent, les limites entre chaque mouvement, chaque institution n'est pas toujours définie parce que nous sommes en un procès d'innovation. Ça provoque beaucoup de tensions dans les techniques de la mairie. Ça provoque tensions entre les activistes politiques, entre les activistes aussi de mouvement. Mais je crois qu'on doit se donner, se relâcher et comprendre que nous avons cette relation de dialogue qui jamais a une limite définie, sur les limites entre mouvement et institution. Et surtout parce que ce modèle permet l'idée de la marée. Chaque fois, la mer doit entrer plus dans la terre. Alors, chaque onde, c'est une conquête, non, reconquête de ça qui toujours devrait être au peuple. Alors,
dire que c'est d'avant la perspective de 2020 ou de 2019, je crois que l'expérience de Barcelone, de Madrid, de la ville espagnole, sur tout ce que nous disent, est qu'il n'y a pas assez à présenter des candidats radicaux. Ça, c'est une première chose. C'est nécessaire. Mais ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. On a besoin aussi de construire un écosystème de mouvements et d'espaces autonomes pour garantir qui sera la citoyenneté, le voisin et la démocratie sera d'une qualité supérieure. Et pour garantir aussi cette idée municipaliste de la démocratie plus locale, plus proche, plus fortalisant de l'esprit et de la vie. Nous n'espérons pas seulement à survivre, aussi à vivre notre ville. Et ça, je crois que c'est ce que nous devons garantir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors malheureusement, il est 15h37. On ne va pas avoir le temps pour les échanges avec la salle et les interventions de la salle. Ce que je vous propose, c'est que pour les intervenants qui peuvent rester un peu plus longtemps, c'est de discuter de façon informelle à l'extérieur de la salle. Merci beaucoup à toutes les intervenantes et les intervenantes et les intervenants. Et puis... En ce qui concerne le parcours auto-organisation, on vous donne rendez-vous demain matin à 11h15 pour la dernière conférence qui fera le bilan d'un an d'activité d'auto-organisation chez les Insoumis et les Insoumises. Sinon, on a la page Facebook de l'auto-organisation, c'est Auto-organisation FI. Et sinon, donc, cette conférence, vous pourrez la retrouver en ligne très vite sur le site de la France Insoumise. J'en profite pour remercier les copains, Milan, Flore et les autres qui ont filmé cette conférence.